septembre 2015, il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, qui est diffusée sur toutes les télés, un peu partout dans le monde. Et voilà, je crois que beaucoup de personnes, je suis choqué, frappé, ému. Je sais pas, les mots me manquent pour décrire ça, mais ce petit sur la plage va être un déclencheur à la fois mondial, plus européen aussi, et à titre perso aussi. Ce qui fait que lorsqu'il y a la mobilisation qui est déclenchée pour dire, voilà, est-ce que vous êtes prêts à accueillir des familles de réfugiés, parce qu'à l'époque c'est ça, des familles de réfugiés syriennes. Il y a une première réunion qui est organisée ici au niveau de la préfecture à Clermont-Ferrand, et je fais partie d'une trentaine d'élus volontaires, on va dire, pour en tout cas participer au débat, et puis proposer éventuellement quelque chose. Et lors de cette réunion, je dis, écoutez, moi, monsieur le préfet, moi j'ai un château. Et il décide, 22 octobre donc, 2015, il décide de créer les CAO. 3 jours après, j'ai un coup de fil du sous-préfet. Il est un peu tard le soir, il me dit, monsieur le maire, vous êtes toujours prêt à accueillir? Je dis oui. Mais écoutez, on vous propose d'accueillir une centaine de migrants. Bon, je dis, écoutez, je ne sais pas, il faut qu'on voit. Donc on se réunit rapidement, parce que tout va aller très très vite. Et moi, le premier bus, il arrivera une semaine après, le mardi 3 novembre. La décision, l'installation se fait vraiment dans des conditions d'urgence extrêmes. Et je n'ai pas le temps de prévenir la population la veille de l'arrivée. Je fais distribuer un communiqué dans toutes les boîtes. C'est-à-dire que le soir, les gens, quand ils rentrent, ils découvrent le mot du maire. Mesdames, messieurs, demain, il y a un bus avec une cinquantaine de migrants, parce qu'en fait, on avait calibré après à 50, qui va arriver à Pessa-Villeneuve en urgence. Voilà, on va accueillir des gens de Calais. Le 3 novembre, au soir, on a un bus qui arrive. Et ils sont 48 à descendre du bus. Des jeunes hommes que j'ai trouvé très fatigués, limite apeurés aussi, ils ne savaient pas trop où ils déboulaient. C'est vrai que d'arriver de nuit dans un château, dans un parc, ça fait un peu bizarre. C'est là que l'histoire en fait va commencer, l'histoire, la violence d'abord. Pourquoi? Parce que de suite, les réseaux sociaux véhiculent des informations à la vitesse grand V, on sait comment ça fonctionne. Les sites d'extrême droite aussi se font plaisir. Je suis à ce jour, 2 ans et demi après, toujours condamné à mort sur les sites d'extrême droite, ce qui paraît absolument incroyable, mais c'est comme ça. Donc on aura les premiers coups de fil anonymes qui ont commencé à nous insulter. Au bout de 48 heures, je ferme le standard de la mairie. Mais commence aussi, il y a un mouvement aussi qui commence à se produire. Il y a quelques personnes qui viennent se proposer un peu pour nous aider, puisqu'ils ont appris ce qui se passait. 3 jours après l'arrivée, je fais une réunion publique, puisque j'avais dit à la population que je les réunirais, pour les informer après. Mais bon, ça s'est fait comme ça. À peu près 300 personnes. Le seul truc, qui ça c'est pas normal, c'est que ce soir-là, je suis mis sous protection policière. C'est-à-dire, en gros, il y a des gendarmes civils qui sont prêts à m'exfiltrer s'il y avait besoin, au cas où. Donc on se demande bien où on va. Mais vraiment, je ne savais pas où j'allais mettre les pieds, parce que sinon, j'y serais jamais allé. J'avais pris plein la tête. L'entrée, ça a été très très violent. Ça s'est déchaîné. Alors, bien sûr, des gens du village, mais des gens extérieurs aussi. On ne sait pas trop qui est dans cette foule-là. Il y a quand même des gens du village et certains qui m'ont reproché des choses incroyables. La théorie du complot, comme si j'avais organisé ça depuis des mois et des mois, c'était tout prêt. Alors que ça s'est fait en 3-4 jours, comme ça. On m'a accusé plein de choses. On m'a dit que je serais responsable s'il y avait des viols. Mais au bout d'une bonne demi-heure, de 3/4 d'heure de choses assez denses, il y a une personne qui lève le doigt au milieu de la salle et elle dit « Et comment vont-ils » Et à partir de là, ça s'arrête. Parce qu'en fait, c'est la bonne question à poser. Simplement s'intéresser à qui on accueillait, qui ils étaient et dans quelle situation ils se trouvaient, ne serait-ce que physique. Là, on a pu commencer justement à parler. Et puis, une ancienne institutrice du village aussi qui a dit on pourrait peut-être leur donner des cours de français. Et on voit bien, là, c'est vraiment le retournement de ce mouvement très négatif à toutes ces ondes positives qui ont commencé à se mettre en place. Et comme toute aventure, des fois ça doit s'arrêter, le CAO s'est calibré pour 5 mois, donc le premier il a fermé le 31 mars comme convenu. Moi je suis allé le dimanche leur dire au revoir, c'est le dernier qui était là. Et vraiment c'est avec émotion que j'aurais dit au revoir parce que c'est créé tellement de liens, là je résume parce que je mettrai des œuvres. Il y a eu beaucoup d'activités avec eux, on s'est
Ouais, il y a eu des repas, il y a eu des fêtes. Voilà, c'était vraiment assez formidable sur cette première aventure. Surtout le premier accueil, il y en a, ils ont mis 2 mois avant de sortir à l'extérieur. Parce on a récupéré des gens quand même, des états psy compliqués. On va faire des cauchemars, être fatigué. Enfin, on rentre dans les histoires. Et là, quand tu rentres dans les histoires, voilà, quoi, tu démontes un peu tous ces a priori que tu as. Pourquoi c'est des jeunes, pourquoi il n'y a que des hommes, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, ça, tu arrives à le démonter une fois que tu connais. Enfin, bien souvent, c'est les derniers de leur famille qui sont là. Ils ont vraiment. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens, c'est pas des conneries, quoi. Ils sont partis de leur pays, traversé un désert, traversé une mer. C'est le miraculeux qui sont arrivés. Comment ils sont arrivés après ça, quoi, des parcours. C'est extraordinaire. Tous les Afghans là, qui sont chopés 9 pays à traverser avant d'arriver. Voilà, enfin, il y a quand même des parcours de vie. C'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. Et, oui, physiquement, moi j'ai vu des Toubibs pleurer quand même. Tu vois, c'est pas anodin. Les sculptations, elles ont été quand même claires. Hein. Voilà, les marques de torture, elles sont là. On a accompagné plusieurs sur des opérations, des trucs, voilà, lourds quand même. Ils ont un gros vécu, peut-être pas tous, mais une très très grande partie. Moi, j'ai vu un jeune là, de la Croix-Rouge, là, mais putain, pleurer quoi, en sortant, hein, et en disant, mais je vais aller acheter du chocolat. C'est un truc. Ouais, parce que voilà, voilà, il faut qu'il mange du chocolat, il faut que je lui donne du chocolat pour remonter le moral. Voilà, c'est tout ça quoi. Dans le premier groupe qui est arrivé, le soir, moi je l'ai pas vu. J'ai découvert le lendemain, il y avait une femme. Et du fait de tous les examens médicaux, il y a une toubib qui a bien sûr découvert, c'est une découverte, qu'elle était enceinte. Et ce qui fait qu'elle a mené toute sa grossesse là, ici, à Pessa-Villeneuve. On a eu aussi, donc dans le premier accueil notamment, on a eu des athlètes, quoi. Même s'ils étaient fatigués quand ils sont arrivés, après on les a bien retapés, des joueurs de foot incroyables qui sont partis après à Bellerive, qui ont monté des clubs là-bas, quoi. Autre chose, ils ont fait aussi un groupe de musique, ils sont venus ici, donc échanger avec les migrants en place qui sont là-bas, c'était super génial. Ils sont revenus, quand on m'a remis la Légion d'honneur là, il y a quelques mois, pareil, ils sont venus pour ma Légion, ils ont fait un musique-concert, enfin, c'est génial quoi. Il y avait une association donc, qui était choisie pour gérer le cerveau. L'interface entre l'État et la commune, en fait, c'est cette association. C'est l'association en fait qui reçoit des fonds de l'État en fonction du nombre de migrants accueillis, d'accord. Et c'est elle avec cet argent qui doit tout gérer, qui doit gérer à la fois les charges, donc ça peut être un loyer, ça peut être les fluides, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, voilà, nourriture, voilà, et tout l'accompagnement qu'il peut y avoir aussi autour de l'accueil, parce qu'après il y a tout un système qui se met en place, parce qu'après il y a les rendez-vous à la préfecture, bon, voilà. Donc, en gros, l'État ne signe rien avec la commune et ne s'engage à rien avec la commune, même s'il y a une forme un peu d'accord tacite quoi, qui se règle, parce qu'il faut toujours parler de, oui, bien sûr, l'équipement me coûte de l'argent, nous coûte au niveau de la commune, et il était hors de question que ça coûte 1 centime aux habitants. C'est aussi une compétence de l'État, d'accord, de gérer l'accueil. C'est pas une compétence communale. Donc, s'il y a des frais engagés, c'est à l'État à les assumer. Et ce qui m'a plu, moins dans cette aventure, c'est que l'État a assumé. C'est pas toujours hein, qu'on dit que l'État assume ces trucs, mais jusqu'au bout, ça a été réglo. Le premier coup, c'était hyper calé, je trouvais, les histoires de potes de secours, tout ça, c'était bien fait. Dans une semaine, on a une équipe qui sont spécialisées en sécurité, bon, qui font des postes avancés comme ça, ils sont restés une semaine, les jeunes, c'était super, quoi. Et même pour le maire, c'est sécurisant de savoir que tu as une équipe de sécurité en permanence, enfin, sécurité médicale. Il y avait aussi une sécurité des personnes et des biens aussi qui étaient mis en place. Ouais, c'était gardienné au départ jour et nuit, quoi. Parce que l'État, à ce moment-là, ne sait pas où il met les pieds, il ne sait pas les réactions qu'il peut y avoir. Il y a des endroits, ça s'est mal passé, on le sait. Voilà, ça, le jeu du bol, ça ne sait pas trop. Il y a quelques histoires qu'on n'a pas trop évoquées, mais
Il s'est passé des petits trucs, mais bon, qui venaient de l'extérieur. Hein. Je ne parle pas de choses à l'intérieur. Des caillassades, des trucs un peu bizarroïdes. Bon. Donc quand on a accueilli au niveau du deuxième CAO, pour ceux qui venaient de Calais, l'OFPRA a organisé ce qu'ils appellent des missions foraines. En gros, ils sont venus sur place directement pour traiter la demande d'asile. En 15 jours, il y en a qui ont le statut de réfugié directement ici sur place. Ce qui fait que, ça a été un truc de ouf, une petite vingtaine a eu la réponse juste pour Noël, donc c'est vrai que c'est un côté assez festif, voilà. Et d'un côté un peu particulier, puisque tu as une partie qui l'a, l'autre qui l'a pas. Ce qui a été rigolo aussi dans l'histoire, c'est que moi, le 1er mars, au château, j'ai quand même ouvert une salle de classe. D'habitude, on les ouvre plutôt en septembre, il me semble habituellement. Là, une salle de classe, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, du moment qu'ils ont le statut, ils rentrent dans l'intégration républicaine. Et donc, il y a la notion des 200 heures de cours de français obligatoire. Bon, il y a tout un parcours. C'est une image qui reste aussi gravée. C'est d'aller voir le premier jour. La prof était venue, c'est un organisme spécialisé, elle était venue ici, bon, je l'avais accueilli, et puis je l'accompagnais là-bas. Ils étaient là-bas, mais comme des gamins, presque avec le cartable. Ils étaient là pour dire la volonté, mais c'est ça qui est beau, c'est de dire on veut apprendre. On a vu des fous, quoi, des fous du français. Incroyable, je ne sais pas si nous serions fous de l'anglais ou d'autres langues, je ne sais pas. Il y en avait, ils étaient quand même incroyablement motivés, même pour les cours donnés par les bénévoles. On est monté jusqu'à 15 profs de bénévoles, quand même. Une armée de bénévoles. Et puis attention, pas des rigolos, les profs. Hein. Mais il y en avait, ils étaient incroyables. Ils te remplissaient des cahiers et tout. Enfin, très, très scolaire. Voilà. Il faut qu'on ferme, il faudrait que les gens ils aillent quelque part, parce que les CAO sont calibrés pour 5 mois. Alors ceux qui n'ont pas le statut, il faut les repositionner sur d'autres structures, parce que moi derrière, la structure elle vit, j'ai des mariages, j'ai des activités, j'ai des trucs, bon c'était un peu le but. Mais un but qui me perturbe, parce que je me dis, c'est compliqué quoi, tu ouvres, tu fermes, voilà, il y a une rupture, il faut remobiliser les troupes, entre guillemets, même les équipes municipales, c'est quand même compliqué. Donc je suis parti un peu sur l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un CAO mais pérenne. Voilà, un truc, voilà. Je n'ai pas dû être le seul à y penser, mais à dire, voilà, qu'on n'ait pas une structure qui fasse que ça, ouvrir, fermer, c'est compliqué. Et partout en France, c'est comme ça, la plupart des CAO, c'était ça, ouverture, fermeture, 5 mois. Donc du coup, j'ai fait des propositions dans ce sens à la préfecture. Et c'est là qu'en même temps, il y a cet appel à projet sur un CPH. Donc CPH, en fait, c'est plus pour accueillir des réfugiés. C'est plus des migrants, donc là on passe sur des gens qui ont le statut. Et pour travailler après sur la seconde phase, intégration bien sûr, et travail, logement, enfin voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont hyper intéressants. C'est d'aller sur autre chose aussi, d'avancer quoi, dans ce chemin moi, que je trouve formidable, de solidarité, d'humanité, mais comme vraiment, c'est pas que des mots, parce que là c'est du concret, c'est du réel, et ça se passe dans un petit village. Et un truc que je retiens aussi de l'histoire, c'est on m'a toujours fait le rapport en disant ouais, mais petit village, machin. Par rapport au. Ouais, mais non. Quelle que soit la taille, c'est possible. Après, il faut la volonté. Quand tu n'es pas volontaire d'un truc, ça ne peut pas marcher. Surtout quand tu dois impliquer la commune. Cette histoire qu'on a commencée, là, moi, je ne peux pas l'arrêter. Il y a eu quand même en tout 6 bus. J'ai eu 190 personnes qui sont arrivées dans ce château, quoi. Là, je ne les appelle plus migrants. C'est des invités, c'est nos invités, parce qu'on les a accueillis comme si on les avait accueillis à notre table. C'est exactement, mais c'est la réalité, c'est pas des paroles comme ça. Non, non, c'est ça, quoi. Des liens très forts, ça a soudé des gens, ça fait se rencontrer des gens, même des bénévoles, des gens qui ne se connaissaient pas, qui aujourd'hui voilà, partagent des choses, se rencontrent même ailleurs.